Merci d'être avec nous sur e-radio, ITV, emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche, qui reçoit ce 20 octobre 2024 Dr Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Il est docteur en économie diplômé d'Harvard, économiste chevronné aux compétences avérées. Dr Sarr possède plus de 15 ans d'expérience dans les questions monétaires et macroéconomiques, acquises notamment au sein du Fonds monétaire international. Passionné par les enjeux macroéconomiques, financiers et monétaires, il a dirigé, avant sa nomination au poste de ministre le 5 avril 2024, le Centre d'études pour le financement du développement local, un think tank basé à Dakar. Et cette institution mène une veille macroéconomique sur le Sénégal et les pays de l'UEMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine, et produit des rapports à l'intention des investisseurs institutionnels. Monsieur le ministre, bonjour et merci. Oui, bonjour Madame Yaye et merci beaucoup pour l'invitation. J'en profite pour dire bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Alors, Monsieur le ministre, le 14 octobre dernier, le nouveau régime a procédé à la présentation du nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal qui ambitionne la transformation systémique du pays sur les 25 prochaines années. Dénommé Sénégal 2050, agenda national de transformation, le référentiel repose sur 4 axes stratégiques: bonne gouvernance et engagement africain, aménagement optimal et développement durable, capital humain de qualité et garantie de l'équité sociale, économie compétitive. Alors, pouvez-vous revenir un tout petit peu sur les motivations derrière la mise en place de ce nouveau référentiel? Alors, merci beaucoup. Le nouveau référentiel, en fait, traduit le projet. Le projet, donc, pour lequel le président de la République a été élu en mars dernier. Donc, un projet politique, il faut le traduire en une stratégie, un référentiel concret, en s'assurant que donc ce projet est approprié par l'administration, de telle sorte à ce qu'il puisse être carrément opérationnel. Alors, quand on parle de transformation systémique, voilà, il faut d'abord définir le système, hein, le système qu'on veut changer. Alors, le Sénégal, des 60 dernières années, c'est l'État, disons, central qui a essayé de mener le développement. Et à chaque fois, il s'est agi de dire que le secteur privé va prendre le relais. Mais ce relais-là, le secteur privé ne l'a en fait jamais pris. Alors donc, la transformation systémique, il s'agira de mettre le secteur privé au devant et l'État va l'appuyer pour qu'on ait une économie compétitive qui va croître et qui va créer des emplois. Alors donc, la réponse à votre question, c'est un projet politique qui a été plébiscité par les Sénégalais, à 54%, sur lequel nous avons travaillé pendant 6 mois, et c'est ce projet, cette vision 2050 qui a été présentée en début de semaine. Et fondamentalement, qu'est-ce qui change avec le PSE? Alors, si vous voulez le comparer, le PSE, disons, a voulu opérer une transformation systémique du Sénégal, enfin pas transformation structurelle de l'économie par son industrialisation, et ne l'a pas réussi. Et transformation structurelle, c'est productivité de l'agriculture, augmentation, disons, du poids du secteur industriel dans l'économie, un secteur des services beaucoup plus productif. Ça, c'était, disons, l'ambition du plan Sénégal émergent, et le plan Sénégal émergent n'a pas pu réaliser cette ambition-là. Nous avons toujours 45% de notre population qui, disons, est dans le secteur primaire de l'agriculture, avec un poids de seulement 15% dans le PIB, ça veut dire qu'ils ne sont pas productifs. Le secteur industriel, son poids n'a pas augmenté, il a même baissé. En termes donc d'objectifs de transformation structurelle, le PSE n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était lui-même donnés. Et qu'est-ce qui a fait défaut au PSE, justement? Bon, ce qui a fait défaut au PSE, je dirais que c'est une focalisation d'abord sur les investissements publics et l'endettement, sans s'être préoccupé, disons, de la compétitivité de l'économie sénégalaise. Alors, lorsque vous
vous avez des déficits budgétaires élevés. Donc c'est la demande qui augmente, la demande publique, certes pour des infrastructures. Lorsque votre économie n'est pas productive, cette demande se retrouve à l'extérieur. En ce sens qu'elle se traduit en des importations. Vous allez avoir un compte courant de la balance des paiements qui va être déficitaire, parce que vous n'exportez pas assez, vous importez presque tout ce que vous consommez, y compris donc, les importations nécessaires aux investissements en infrastructures que vous faites. Tout ça doit être financé. Parce que vous avez un déficit de votre compte courant, de la balance des paiements. Vous le financez comment? Vous le financez avec la dette extérieure. Vous voyez? Alors, mais ça, ce n'est pas pourvoyeur d'emploi, parce qu'en fait, votre demande, elle est orientée vers l'extérieur. Et c'est ce qui faisait qu'on disait que la croissance était extravertie. Voilà, la croissance, elle est extravertie, parce qu'il est très facile, en fait, d'emprunter, surtout lorsque vos dettes ont été annulées. Au début, disons, de l'année 2012, la dette était peut-être autour de 40% du PIB. Elle a augmenté jusqu'à presque 70% du PIB avant le rebasing qui a été fait du PIB. Avec le rebasing, c'est redescendu à 57% et la dette s'est réaccumulée à presque 84%. Donc le modèle a été emprunter, investir dans des infrastructures. Certaines de ces infrastructures peuvent être utiles, n'est-ce pas? Quand on parle par exemple de la capacité de production en énergie, c'est un intrant très important pour l'économie, mais tous les investissements n'ont pas été productifs, n'est-ce pas? Donc certains de ces investissements n'ont pas accompagné, disons, l'économie sénégalaise ou le secteur privé, si vous voulez. Ça a été une demande qui s'est traduite en une sortie, disons, d'argent qui se matérialise au niveau du compte courant de la balance des paiements, et la contrepartie, c'est de la dette. Et c'est la raison donc, pour laquelle l'objectif du PSE, qui était la transformation structurelle de l'économie, n'a pas réussi. D'ailleurs, disons, dans un deuxième mandat, les autorités sortantes, disons, avaient dit que le secteur privé va prendre le relais. C'est-à-dire, c'est un aveu. Ouais. C'est un aveu. Pour dire, le premier mandat, nous avons donc investi dans les infrastructures, c'était pour préparer le secteur privé à prendre le relais. Donc ce relais-là, le secteur privé ne l'a pas pris, n'est-ce pas? Parce que les conditions n'ont pas été réunies pour qu'il le prenne. Et je disais d'ailleurs l'autre jour, en conférence de presse, pour que nul n'en ignore, la décélération de la croissance économique du Sénégal. Et je dis le PIB non agricole, parce que le PIB agricole, il est un peu volatile. Mais le PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018. 2018, décélération, 2019, décélération. Donc avant Covid, qui est 2020, où il y a eu une baisse, une remontée en 2021, et la poursuite de la décélération en 2022, en 2023, et c'est cette même décélération qu'on voit en 2024. Il y a certainement la guerre en Ukraine aussi. Hein. Exactement. Donc la guerre en Ukraine et donc la Covid, tout ça a été postérieur à l'entame de la décélération de la croissance, 2018-2019. Ça, c'est avant Covid et c'est avant la guerre russo-ukrainienne. Et cette même tendance s'est poursuivie en 2022, en 2023 et en 2024. Bien. Et particulièrement, donc, le premier trimestre, on sait tout ce qui s'est passé au Sénégal. Donc la décélération, la faible croissance qui est observée était une tendance qui a démarré depuis 2018. Alors, chaque régime ayant sa propre vision, son plan de développement et ses objectifs, comment peut-on assurer la cohérence et la continuité dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques? Oui, en fait, vous savez, donc, le Sénégal est je considère, une grande démocratie. Une grande démocratie. Il est rare qu'on ait, disons, une alternance, une opposition qui gagne des élections au premier tour 54%. Alors c'est rare, ça démontre la vitalité, la résilience de la démocratie sénégalaise. Donc les Sénégalais ont alterné, ont enlevé un pouvoir et ont mis en place un autre, qui a donc un mandat. Ce mandat-là, c'est un mandat de mettre en œuvre un projet qui leur a été présenté.
tous les Sénégalais ne sont pas en mesure, je dirais, d'évaluer, disons, la pertinence d'un projet. Mais ils sont en mesure de vous dire si oui ou non, de leur vécu, est-ce qu'il y a eu une amélioration de leurs conditions de vie. Lorsqu'ils alternent un pouvoir, ça veut dire qu'ils ne sont pas contents, n'est-ce pas? Alors donc le projet qui a été présenté donc, en début de semaine sera le projet qui va mener les politiques publiques les 5 prochaines années et peut-être même les 25 prochaines, je dirais. Parce que le Sénégal, en fait, on a l'impression qu'il fonctionne en cycle de 20 ans. Vous avez Senghor qui a fait 60-80, oui. Vous avez Diouf qui a fait 80-2000, vous avez Wade et Macky Sall qui ont fait les 20 ou 23... 24 ans, 2024, si vous voulez. Alors c'est un cycle nouveau, avec une vision nouvelle, qui sera évaluée à la fin du premier quinquennat, etc., etc., etc. Alors il y a des choses qui sont, bien évidemment, des politiques publiques continues, et c'est pourquoi j'aime toujours faire la distinction entre disons, un plan, disons, de l'État de fourniture de biens et services publics. Les biens et services publics, c'est dans la continuité. Les citoyens paient des impôts, ils s'attendent à des services publics. Éducation, santé, assainissement, routes. Ce ne sont pas, je ne les appelle pas des politiques de développement, n'est-ce pas? C'est tout simplement des plans qu'il faut élaborer dans le moyen et le long terme de fourniture de biens et services publics de qualité aux citoyens qui ont donc payé leurs impôts à l'État et qui attendent que l'État le leur retourne en biens et services publics de qualité. Est-ce que cela pourrait expliquer qu'il y ait des similitudes entre certains plans? Oui, parce que vous savez, vous ne pouvez pas avoir un plan dans lequel vous n'avez pas disons le capital humain de qualité et la protection sociale. C'est absolument nécessaire. La gouvernance, la bonne gouvernance, c'est nécessaire. Ça n'appartient à personne. Ça n'appartient à personne. Je disais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, c'est la combinaison des choses qui sont sous le soleil. Vous voyez, non? Oui. Alors donc, un capital humain de qualité, c'est sans équivoque. La protection sociale, c'est sans équivoque. La bonne gouvernance, c'est sans équivoque. La question est de savoir, est-ce que ceux qui proclament cette volonté l'ont fait? Alors donc, pour résumer, je dis donc des plans de fourniture de biens et services publics de qualité pour des citoyens qui ont payé leurs impôts et qui attendent ces services publics. Ça, c'est dans la continuité, ça se planifie, c'est des dépenses à moyen terme. Maintenant, la stratégie de développement, là, c'est différent. Quelqu'un peut dire, voilà, ma stratégie, c'est que c'est l'État qui sera dans le leadership, je vais investir dans les infrastructures, comme le président Wade le disait, parce que c'est ça qui va créer la croissance, un peu dans une logique keynésienne. Quelqu'un peut venir et dire non. J'ai essayé ça, mais pour plusieurs raisons, ça s'est retrouvé en de l'endettement, donc je vais arrêter ça, et ce que je vais faire plutôt, c'est mettre mon secteur privé au devant. C'est lui qui va être dans le leadership et je vais l'appuyer pour que la croissance puisse accélérer. Ça, c'est la stratégie de Sénégal 2050. C'est la stratégie de Sénégal 2050 et c'est là la différence. Vous voyez? Donc, bonne gouvernance, Jubal Jubanti, réellement, investissement dans le capital humain et la protection sociale, c'est le deuxième axe. L'aménagement du territoire, là aussi, le PSE avait une volonté de décentralisation, d'aménager le territoire. De créer de nouveaux pôles. De créer de nouveaux pôles avec l'acte 3 de la décentralisation, ça n'a jamais été fait. Et aussi l'acte 3 de la décentralisation où la vision du PSE, c'était beaucoup plus une question d'équité territoriale. Voilà, il s'agit c'est une logique de redistribution, vous voyez, d'équité territoriale. Mais là, il s'agit d'aménager le territoire en 8 pôles régionaux, mais en faisant en sorte que le secteur privé et les ressources du territoire, n'est-ce pas, soient valorisées et développées. Il y a une différence. Oui. Il ne s'agit pas de prendre d'un pôle pour amener vers un autre tout simplement. Bien évidemment, il y a une logique redistributive donc de solidarité nationale, bien évidemment. Mais il s'agit ici d'avoir 8 pôles et de faire en sorte que le secteur privé et les ressources de ces pôles puissent être valorisés et développés de telle sorte à accélérer la croissance. Donc ça, c'est l'aménagement du territoire et le faire d'une façon durable.
et le dernier axe qui est économie compétitive. Donc une économie compétitive, elle est essentielle. Si votre économie n'est pas compétitive, vous n'arrivez pas à exporter, vous importez presque tout ce que vous consommez. On l'a dit tout à l'heure, vous vous retrouvez donc avec des déficits au niveau de la balance courante des paiements, et ce déficit, vous êtes obligé de le financer par de la devise et de la dette extérieure. C'est la raison pour laquelle, depuis 60 ans, le Sénégal va de cycle d'endettement en cycle d'endettement et de désendettement. Soit on a un programme, c'est l'ajustement, ou bien on nous donne des allègements de dette et des effacements de dette, mais nous n'avons jamais changé en fait notre paradigme, notre doctrine, qui consistera à croire que c'est l'État central, à partir de Dakar, en partenariat, disons, avec nos bailleurs, qui va mener le développement. Ici, il s'agit de se libérer d'abord de cela et de développer les territoires. Alors, Monsieur le ministre, l'objectif du nouveau référentiel, c'est d'arriver en une génération, en 2050, à faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère. Comment envisagez-vous traduire cette vision ambitieuse, tout de même, de long terme, en action concrète à court terme? Oui. Alors, quand on dit un Sénégal souverain, juste et prospère, la partie souverain d'abord, c'est quelque chose d'important à comprendre par rapport à votre question en termes de mise en œuvre. Être souverain, c'est d'abord avoir un cadre macroéconomique solide et viable, n'est-ce pas? Des finances publiques, n'est-ce pas, avec des déficits que vous êtes en mesure de financer sans avoir à vous retrouver à chaque fois chez le prêteur en dernier ressort qui est le Fonds monétaire international. Vous voyez, et ça fait presque 60, depuis 1980, plus de 45 ans, que nous avons des programmes avec le Fonds monétaire international, qui est un prêteur en dernier ressort. Donc être souverain, c'est d'abord une bonne gestion, n'est-ce pas, macroéconomique et de ses finances publiques, de telle sorte à se libérer des contingences internationales. Alors ça, c'est la première chose. Une fois donc cette première libération faite en termes de souveraineté, il s'agit maintenant de pouvoir avoir un peu de marge de manœuvre pour accompagner le secteur privé et les projets et programmes. Alors donc, en termes de mise en œuvre, il s'agira de décliner donc, les axes stratégiques dont on vient de parler en objectifs stratégiques, c'est ce qui a été présenté dans les différents domaines, et les ministères sectoriels vont donc avoir des programmes avec des indicateurs de performance qui vont être suivis cette fois-ci pour nous assurer de l'exécution. Et certainement, la primature jouera un rôle très important de ce point de vue. Et à l'échelle du premier mandat, quels sont les secteurs qui bénéficieront des premiers investissements? Alors, vous voyez, vous avez vous-même le même biais. Vous avez le même biais du PSE. Parce que vous parlez en fait des secteurs qui vont, les premiers secteurs qui vont bénéficier d'investissements. Donc, je parlais tout à l'heure d'un cadre macroéconomique dans lequel il va y avoir un cadre de dépenses à moyen terme. Un cadre de dépenses à moyen terme, ce sont des enveloppes budgétaires qui sont donc, vous allez à l'Assemblée nationale et chaque ministère a son enveloppe. Et il va avoir ses programmes et va devoir donc atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Donc c'est tous les secteurs. Il n'y a pas de secteur prioritaire? Non, non, c'est-à-dire lorsqu'on parle du secteur public d'abord, d'ailleurs, si vous prenez les enveloppes en termes d'investissement, c'est le capital humain dans les axes qui a l'enveloppe la plus importante. Donc, tous les secteurs, dans la programmation budgétaire, vont recevoir les ressources qui leur sont allouées dans un cadre macroéconomique bien précis et pour les 5 prochaines années. Donc ça, c'est le secteur public. Vous voyez? Là, nous dit, ça, c'est normal. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du fait que les citoyens paient leurs impôts et s'attendent à ce que l'État le leur rende dans des biens et services publics de qualité. C'est éducation, c'est santé, c'est assainissement, ce sont des routes, c'est la bonne gouvernance. Vous voyez, ça c'est l'action normale, continue, disons, d'un État vis-à-vis pour le compte de ses citoyens. Alors, changement de paradigme maintenant, il s'agit du secteur privé. Secteur privé qu'on veut mettre maintenant au-devant en termes de stratégie de développement. Je ne parle pas de stratégie de fourniture de biens et services publics de qualité, c'est tout à fait normal. Il s'agit de comment faire pour accélérer la croissance, créer des emplois pour les jeunes. Nous disons que nous allons mettre le secteur privé au devant. 97% de nos entreprises sont informelles.
vous ne pouvez pas avoir des entreprises viables qui grandissent, qui investissent et qui emploient si elles restent informelles. Elles ne vont pas avoir accès à l'investissement, elles ne vont pas avoir accès, disons, au crédit, à certains services. Donc, du point de vue concret, ce qu'il va falloir faire, c'est un dialogue public-privé à l'échelle nationale, mais également à l'échelle des pôles, pour aller vers les acteurs, échanger avec eux, identifier leurs difficultés, décentraliser les services de l'État, que ce soit l'APIX, que ce soit le FONSIS, que ce soit le FONGIP, la TER, l'ADPME, coordonner à l'échelle territoriale pour accompagner les Sénégalais, les acteurs du secteur privé là où ils sont. Alors, mais les Sénégalais vous attendent, hein, les Sénégalais qui sont déjà assez éprouvés, attendent beaucoup dans l'immédiat d'actes concrets du nouveau régime pour, pour améliorer un tout petit peu leurs conditions de vie globalement. Qu'est-ce qui sera fait dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois ou la prochaine année pour alléger un tout petit peu la souffrance des Sénégalais? Oui, donc je vous dis que vous avez le même biais justement. Parce que ce que nous allons faire... ce que je viens de vous dire en termes de biens et services publics de qualité, ce sera éducation, santé, assainissement, routes, etc. Et quel est l'horizon temporel? Mais l'horizon temporel, il est simple. Nous, par exemple, vous aurez un débat d'orientation budgétaire, n'est-ce pas? Vous saurez exactement quelles sont les ressources qui sont à la disposition de l'État. Et comment l'État a l'intention de fournir ses biens et services. Et en quoi le budget de 2025 reflétera les ambitions du plan Sénégal 2050 dans ses premières phases d'application? Mais exactement, c'est-à-dire que une fois les enveloppes donc arrêtées, chaque ministère donc, sectoriel va traduire les programmes qui seront donc mis en œuvre par ces ministères seront la traduction des objectifs stratégiques que vous avez vus dans ce qui a été présenté en début de mois. Et ça va être donc traduit budgétairement dès le budget de 2025. Et en matière de... Là, il s'agit, comme je vous le dis encore une fois, des biens et services publics dans la marche normale d'un État. Pas la marche PSE. Non, pas du tout, pas du tout. Et ensuite, maintenant, vraiment mettre toutes les réformes nécessaires pour que le secteur privé donc, sénégalais puisse véritablement prendre le relais. Et vous pouvez énumérer le climat des affaires, la liberté économique, il y a véritablement la réforme foncière, n'est-ce pas, qui est essentielle également pour l'agriculture. Nous voulons l'industrialisation, on en a parlé, le phosphate qu'on doit davantage valoriser. Vous avez le fer, vous avez le pétrole, le gaz. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filières que l'État pourrait accompagner en ayant un dialogue sincère avec les acteurs, que ce soit les investisseurs nationaux ou internationaux, de telle sorte à pouvoir exploiter nos potentialités. Et en matière de réforme économique, quelles sont les priorités immédiates ? Quand vous dites réforme économique... Pour poser les bases de la transformation systémique. On peut les serrer. D'abord, comme je dis toujours, le cadre macroéconomique, il est le premier. Pour avoir un bon cadre, disons, il faut, disons, les recettes, les recettes fiscales, toutes les réformes qu'il va falloir faire dans le code des impôts, de telle sorte à élargir l'assiette, potentiellement réduire les taux, n'est-ce pas ? L'incitation à la formalisation, c'est aussi faire en sorte que les entreprises ne se disent pas si je deviens formel, n'est-ce pas, je risque de tomber en faillite à cause des impôts. Donc il y a donc la réforme du régime fiscal de telle sorte à pouvoir élargir l'assiette, c'est la stratégie, disons, de mobilisation des recettes à moyen terme. Au niveau des dépenses également, il y a une nécessité d'améliorer la qualité de la dépense. Au niveau des investissements, il y a la nécessité d'une meilleure programmation des investissements, justement pour accompagner la vision 2050 dans les territoires. En termes de, je dis recettes-dépenses, vous avez le déficit, vous avez la dette. Nous sommes en train d'élaborer une nouvelle stratégie d'endettement, de telle sorte à optimiser nos
nos modes de financement pour réduire le coût de la dette. Ça, c'est au niveau, disons, du cadre macroéconomique qui permet à un État de pouvoir financer ses biens et services publics de qualité. Alors, au niveau, maintenant, vous allez au niveau du secteur privé lui-même, il y a tout le cadre des affaires, n'est-ce pas, l'environnement des affaires qu'il va falloir améliorer en termes de... on a parlé du foncier, il y a le code du travail qu'il faut aussi éventuellement revisiter, de telle sorte que, disons, les entreprises puissent avoir des incitatifs à investir. Alors, le levier monétaire, est-ce qu'il a disparu des schémas actuels? Le levier monétaire, il n'a pas disparu. Mais nous sommes dans l'UEMOA. Nous sommes dans l'UEMOA avec 8 autres pays. Il y a nécessité de revisiter, disons, notre arrangement monétaire pour qu'il soit davantage au service d'une économie compétitive qui nous permet de, disons, d'absorber certains chocs extérieurs, dynamiser le marché lui-même. Donc, ça fait partie disons, de nos objectifs, mais nous allons en discuter avec nos partenaires de l'UEMOA, de telle sorte que la BCEAO, donc régionale, puisse, disons, mener cette réforme allant dans le sens que nous souhaitons. Et concrètement, quelle est la place du franc CFA dans la stratégie nationale de développement? Non, la place du franc CFA dans la stratégie nationale de développement, c'est de dire que nous ne pouvons pas avoir une monnaie figée. Une monnaie figée qui ne bouge jamais et qui ne serait pas, disons, en soutien à une économie compétitive, n'est-ce pas? Une économie compétitive, c'est une économie qui a tous ses leviers, y compris monétaires, comme je disais tout à l'heure, pour amortir les chocs, n'est-ce pas, et accompagner le développement du marché financier de façon générale. Et le développement du marché financier de façon générale avec un régime qui est beaucoup plus flexible que celui que nous avons. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un marché financier beaucoup plus profond avec une monnaie, disons, qui n'est pas figée. Et de ce point de vue-là, comme je viens de le dire, nous allons échanger avec nos partenaires de l'UEMOA de telle sorte à avoir un consensus sur les évolutions nécessaires, je dis bien, de cette monnaie parce que nous en avons besoin pour accompagner l'économie régionale de l'UEMOA et aussi en perspective de ce qui est attendu au niveau de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO également a le même objectif d'avoir une monnaie, et ça c'est déjà acté, éco, à l'échelle de la CEDEAO, et cet éco est attendu flexible. Alors, si cet éco est attendu flexible et prend du retard, ça n'empêche pas que l'UEMOA avec la BCEAO, je pense que même le président Ouattara a eu à le dire à un moment donné, il avait souhaité que le CFA s'appelle ECO, anticipe sur ce que la CEDEAO veut faire, si la CEDEAO n'est pas encore prête, n'est-ce pas? Donc, une monnaie davantage flexibilisée, appelée ECO au niveau de l'UEMOA, est tout à fait concevable, le temps que la CEDEAO elle-même soit prête pour les mêmes objectifs. Bien. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio ITV emedia.sn. Je rappelle que nous recevons le docteur Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur le ministre, vous avez annoncé une vision ambitieuse pour transformer le Sénégal à l'horizon 2050. Mais dans le même temps, le gouvernement a révélé que la dette publique avoisine les 80% du PIB et vise sa réduction à moins de 70%. Cela aurait-il un impact sur vos capacités à financer des projets de développement phares? Oui, nous revenons à notre échange, disons, du tout début. En réalité, je disais que le cadre macroéconomique il doit être assaini. Assainir un cadre macroéconomique, c'est réduire les déficits, de telle sorte à ce qu'il soit à un niveau, disons, finançable et une dette que nous sommes en mesure de supporter, n'est-ce pas? Et dans la mesure où le déficit qui nous avait été annoncé de 5% du PIB en moyenne des 5 dernières années se trouve être le double. Et la dette d'environ 74% se trouve être au moins de 85% du PIB. Ce qui nous met dans une catégorie de risque d'endettement, de risque élevé, de surendettement.
Donc il est nécessaire de le réduire. Donc c'est une nécessité, n'est-ce pas? Cette nécessité n'enlève en rien notre capacité à financer donc les plans de dépenses de biens et services publics de qualité. Pourquoi? Parce que ce qui nous a valu ces déficits et cet endettement, ce sont des investissements improductifs. Vous voyez? Il y a une bonne partie de ces investissements qui ont été improductifs. Ces investissements n'ont servi, disons, qu'à réaliser peut-être bon, prendre des exemples. Vous voyez. Le stade Abdoulaye Wade. Voilà. Bon, le Sénégal, bon, il est difficile d'ailleurs, c'est-à-dire que le Sénégal peut avoir, disons, droit à un stade de qualité. La question est de savoir est-ce que le coût a été trop élevé, est-ce qu'on aurait pu... Voilà. C'est-à-dire il y a des arbitrages et certaines dépenses en fonction des priorités, disons, qui auraient pu ne pas être faites et qui auraient pu ne pas coûter ce qu'elles ont coûté, ces dépenses-là. Donc il est tout à fait possible de faire une revue du portefeuille des dépenses d'investissement public, parce que de toute évidence, il n'y a pas eu la qualité nécessaire. Donc la réduction de ces dépenses qui permettra de réduire le déficit pour se concentrer véritablement sur les investissements qui sont véritablement productifs pour l'économie, permettra de réduire le déficit sans que ça puisse avoir un impact sur l'économie de façon générale ou nous empêcher de financer des biens et services publics de qualité tout en menant toutes les réformes nécessaires pour le secteur privé. Vous voyez, dès que vous parlez du secteur privé, vous êtes dans un paradigme différent parce qu'il ne s'agit pas pour l'État, n'est-ce pas, de dégager des ressources et mener le développement. Mais quand l'État est l'agent économique numéro 1, comment arriver à faire du secteur privé justement cet agent-là quand l'État décide tout de même de se retirer Non, l'État ne se retire pas justement. L'État, il est là. La pression fiscale est autour de 18-19% du PIB. Cette pression fiscale demeurera 18, 19, 20% du PIB. Si nous menons les réformes dont on a parlé tout à l'heure, nous élargissons l'assiette, nous réduisons les taux et nous formalisons les entreprises, il est tout à fait possible d'avoir une pression fiscale qui n'est peut-être pas ressentie par les entreprises à un niveau de 22%. Ça vous donne beaucoup plus de possibilités. Mais même à toutes choses étant égales par ailleurs, à 20% du PIB de pression fiscale bien élargie. Mais les dépenses restent les mêmes en pourcentage du PIB. Ce sont ces mêmes dépenses qui vont être allouées dans les différents secteurs. Donc l'État va toujours être là, non seulement en termes de dépenses courantes, mais aussi en dépenses d'investissement. Et là, nous parlons tout simplement de dépenser mieux, de mieux dépenser en termes de dépenses courantes et de dépenses d'infrastructures. Donc sans vraiment trop s'endetter aussi. Exactement, sans trop s'endetter. Et avec la croissance et un déficit finançable et soutenable, vous allez avoir la dette dans une trajectoire descendante, n'est-ce pas? De telle sorte que notre risque de surendettement puisse revenir dans des proportions, disons, que les investisseurs apprécieront, de telle sorte à nous faire confiance pour qu'on puisse financer notre déficit sans avoir recours au Fonds monétaire international. Et comment, juste pour préciser, donc l'État comme premier agent économique, non. L'État est le résultat. L'État est un résultat. Ce sont les agents économiques qui payent des impôts à l'État et qui s'attendent à ce que l'État le leur rende dans des biens et services publics de qualité. Et je vous dis que cet État-là sera toujours là. Le changement de paradigme, la rupture, c'est de faire maintenant en sorte que ces mêmes agents économiques, le secteur privé, qui payent des impôts à l'État, n'est-ce pas? Et nous n'allons pas suffisamment parler d'ailleurs, il y a le volet responsabilisation, même à l'échelle des pôles. De telle sorte que les citoyens se disent, mais tiens, payer l'impôt a de la valeur parce que je vais recevoir des services publics de qualité, n'est-ce pas? Donc lorsque vous décentralisez l'action publique, le civisme fiscal devient plus facile, n'est-ce pas? Parce que lorsque le citoyen paie ses impôts, il s'attend à ce que l'État le lui rende dans des biens et services publics de qualité. Donc pallier un peu la démocratie avec la citoyenneté, de telle sorte que le civisme fiscal soit tout à fait naturel à cause des biens et services publics qui reviennent. Mais ça n'a rien à voir maintenant avec la cartographie des chaînes de valeur dans les pôles, dans l'économie, organiser le secteur privé dans un dialogue public sincère pour identifier, disons, les actions à mener
pour accompagner le secteur privé pour qu'il fasse mieux ce qu'il fait déjà. Vous voyez, et rendre l'économie compétitive, les facteurs de production, l'électricité, la formation professionnelle, etc., etc. Et quand dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Bloomberg, l'ancien président Macky Sall déclare, je cite, « Il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on peut se développer sans dette. Il ne faut pas non plus confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement. » Cela vous inspire quoi? Voilà, donc quand il dit ça déjà, c'est la confirmation de ce que je disais tout à l'heure. Emprunter pour financer le développement, c'est une erreur. Vous voyez, on emprunte, un État a un déficit, il emprunte pour financer son déficit de façon soutenable, pour rendre des biens et services publics de qualité à ses citoyens. Il ne s'agit pas de financer le développement. Vous voyez, oui. Ça c'est le cadre macroéconomique bien assaini, d'un État bien géré, qui fournit des biens et services publics de qualité à ses citoyens et qui s'endette de façon responsable, de telle sorte à ne pas se retrouver dans une situation de surendettement et qui fait que vos créanciers n'ont plus confiance. Donc cela veut dire que la vision même de l'ancien président de l'endettement n'était pas compatible au développement, c'est ça? Non, parce qu'en fait, vous savez, tous les pays s'endettent. Tous les pays s'endettent. Mais c'est une question de soutenabilité de votre endettement. C'est une question d'utilisation de votre endettement, n'est-ce pas? Personne n'a dit qu'un État ne doit pas investir pour, disons, les infrastructures. L'exemple le plus simple, c'est l'électricité. Hein? C'est le bon investissement. L'électricité coûte cher, n'est-ce pas? Nous avons l'ambition de faire des investissements qui permettront de réduire le coût de l'électricité parce que ça contribue à la compétitivité. Donc, personne n'a dit qu'un État ne doit pas s'endetter. Mais par contre, il y a la transparence, il y a la soutenabilité. Il ne s'agit pas de dire aux gens que vous avez un déficit de 5% quand le déficit est de 10%, n'est-ce pas? Vous dépensez 10%, vous cachez votre dette, on la découvre, mais cette dette s'est retrouvée à l'extérieur. Pourquoi? Parce que votre économie n'est pas compétitive, n'est-ce pas? Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faut s'endetter pour financer le développement. Le développement, ce n'est pas principalement l'État qui peut le réaliser. L'État est important, mais c'est le secteur privé qui crée des emplois. C'est le secteur privé qui devient compétitif. C'est le secteur privé qui exporte. C'est le secteur privé qui peut réussir une substitution efficiente des importations. C'est le secteur privé. Voilà. Vous comprenez? Et par rapport à la situation que vous venez d'évoquer concernant la falsification des chiffres, est-ce que la responsabilité du Fonds monétaire international n'est pas un tout petit peu engagée? Bon, en fait, le FMI, quand on voyait souvent oui, des missions oui, de contrôle, oui, est-ce que sa responsabilité n'est pas engagée dans cette situation? Bien sûr, parce que vous savez, les équipes du Fonds monétaire international, ce type de mission, moi-même, j'y ai participé plusieurs fois. Donc, le Fonds monétaire vient dans un pays et la première chose, c'est qu'ils envoient un questionnaire aux différentes administrations. Et ce sont les autorités qui donnent les informations avec lesquelles le Fonds monétaire travaille. Alors, les experts, les techniciens sont en mesure de détecter des incohérences, des incohérences dans les données. Toutes les données ne sont pas toujours parfaites dans les pays. D'ailleurs, dans chaque rapport du Fonds monétaire international, il y a un avis qui est donné sur la qualité. Est-ce que la qualité des données du pays permettent une bonne évaluation de la situation et d'avoir un programme avec le FMI? C'est un avis qui est dans tous les rapports. Parce que les données ne sont jamais parfaites et il y a des fois des incohérences. Alors donc, c'est un travail que les experts font, mais d'expert à expert, si moi je veux vous cacher certains chiffres, et je sais comment les chiffres se tiennent, n'est-ce pas? Je peux faire en sorte que vous ne puissiez pas le voir, parce que je sais exactement où est-ce que les chiffres doivent se tenir, et si je ne fais pas ce travail d'harmonisation, vous allez découvrir que les chiffres que je vous ai donnés sont erronés. Donc si je fais ce travail, vous, Fonds monétaire international, vous pouvez ne pas le découvrir. Mais à un moment donné, oui, c'est comme un crime. On dit un crime n'est jamais parfait. Oui. Parce qu'il est toujours possible de découvrir le coupable. Alors d'habitude, c'est le Fonds monétaire qui découvre le misreporting. Le misreporting en termes de transmission de données erronées. Dans le cas d'espèce, c'est nous-mêmes. Donc le ministre des Finances et du Budget, à travers
l'audit qu'il a commandité sur instruction du président de la République, qui a donc découvert ces chiffres-là et qui a dit au Fonds monétaire international, bon, nous n'allons pas aller au Conseil avec des données erronées, parce que lorsque vous soumettez des données erronées et il y a décaissement, vous êtes supposé rembourser toutes les ressources que le Fonds monétaire vous a donc décaissées à votre profit sur la base de données erronées. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas allés au Conseil pour décaisser parce que les chiffres n'étaient pas corrects, et ça, c'est la réalité. Bien. Alors, le FMI qui a annoncé il y a quelques jours une collaboration renforcée avec le Sénégal dans les semaines à venir, suggérant un cadre de partenariat pour améliorer la situation financière de notre pays. Dans vos attributions de ministre dans le domaine économique et financier, vous êtes associé aux négociations auprès du FMI et de la Banque mondiale. Oui. Quelles seront pour vous les priorités de cette coopération ? Avec le FMI. FMI, oui. Oui, je disais tout à l'heure que le FMI est un prêteur en dernier ressort. Les gens font beaucoup de confusion en pensant que le FMI est une institution qui est là, qui essaie de nous développer. Ce n'est pas le cas. Le FMI est un prêteur en dernier ressort. C'est quand vous n'arrivez plus à boucler vos finances avec vos partenaires traditionnels, avec le marché, vous allez au FMI, vous avez un programme. En général, c'est supposé durer 1, 2, 3 ans et puis c'est terminé. Alors, ça, c'est la relation que nous avons avec le FMI. Lorsque vous n'avez pas besoin de financement exceptionnel du FMI, il y a des investisseurs, les marchés, qui font confiance au FMI. N'est-ce pas? Et donc, le FMI, vous pouvez avoir un programme sans décaissement avec le FMI qui vient, qui regarde vos chiffres et qui donne son avis. Vous pouvez avoir donc un programme sans décaissement pour donner un signal aux marchés qui ne vous font pas nécessairement confiance. La preuve, nous venons de découvrir des déficits et des dettes qui ne sont pas corrects, mais ils se disent que si le FMI regarde et a un programme, il est très probable que la situation décrite est celle-là. Donc, le FMI peut vous aider à donner un signal positif aux marchés qui lui font confiance. Donc, c'est cette relation-là que nous avons avec le FMI. Il se trouve qu'on a besoin du FMI parce que nous avons des gaps que nous n'arrivons pas à financer de façon autonome sur le marché. Et nous avons également besoin du FMI, non pas pour nous développer, mais pour donner aussi un signal à ceux qui font confiance au Fonds monétaire international. Alors, certains acteurs politiques craignent une influence excessive du FMI, alors que le chef de l'État et son Premier ministre défendent depuis plusieurs années la souveraineté nationale. Comment concilier la préservation de cette souveraineté avec la mise en œuvre du programme avec le FMI? Oui, mais c'est justement la raison pour laquelle j'expliquais ce que le FMI est. Travailler avec le FMI, ça ne veut pas dire perdre sa souveraineté. Parce que je vous disais tout à l'heure que l'élément premier de la souveraineté, c'est retrouver un cadre macroéconomique assaini et des déficits que vous êtes en mesure de financer sur le marché sans avoir à aller chez le prêteur en dernier ressort. Vous n'allez chez le prêteur en dernier ressort que parce que vos finances ne sont pas assainies. Je prends un exemple. Oui. Avec la Covid, les marchés financiers internationaux n'étaient plus accessibles aux pays émergents, presque. Aucun pays africain ne pouvait accéder au marché, n'est-ce pas? Mais il faut continuer à financer des déficits. Le FMI étant là pour tout le monde et étant le prêteur en dernier ressort, les pays se sont retrouvés au Fonds monétaire international qui a non seulement donc, financé de façon exceptionnelle les déficits, étant donné les conditions de marché, et a même imprimé de la monnaie, ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, au bénéfice de tous les pays du monde, y compris les pays riches, parce que c'est son rôle. Le FMI, si vous voulez, c'est presque la banque centrale des banques centrales, et qui joue le même rôle qu'une banque centrale joue pour les banques de son pays. Donc, avoir une relation avec le FMI n'a rien à voir avec une affaire de souveraineté. Parce que le FMI n'est pas là pour vous développer, et vous n'y allez que parce que il est le prêteur en dernier ressort et vous avez besoin de lui de façon temporaire. Et le FMI n'entrave pas le développement d'un pays? Non, parce qu'en fait, c'est une question de responsabilité. Et là aussi, c'est un changement de paradigme. Il faut être responsable de son destin. L'objectif du projet, du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement,
c'est de faire en sorte que le Sénégal puisse prendre son destin en main. Prendre son destin en main, c'est être responsable. Vous voyez, les programmes, les mesures que vous allez voir dans un programme avec le FMI, ce ne sont pas les désirs du FMI. Ce sont les objectifs de réforme de l'État qui sont contenus dans une lettre d'intention, n'est-ce pas, qui est envoyée au FMI et qui entérine, n'est-ce pas, ce que l'État lui-même a l'intention de faire. Donc il ne s'agit pas du FMI qui nous dit ce que nous voulons faire, c'est le FMI qui vient nous accompagner sur ce que nous avons décidé de faire. Alors ça, donc le travail avec le FMI n'a rien à voir. Et en tant que ministre impliqué dans les négociations commerciales internationales, quels sont les principaux défis que notre pays devra relever, notamment dans le contexte où l'aspiration à une plus grande souveraineté nationale est croissante? Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure que nous sommes en train d'élaborer donc une stratégie d'endettement, c'est une chose. Dans cette stratégie d'endettement, vous allez décider, étant donné votre déficit, quels sont les instruments que vous allez donc utiliser pour le financer. Il y a le marché régional, il y a le marché financier international, il y a les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Est-ce que c'est de la dette extérieure ou de la dette en monnaie nationale et dans quelle proportion? Voilà, c'est une stratégie sur laquelle nous sommes en train de travailler justement pour avoir davantage de souveraineté dans la manière dont nous finançons nos projets. Exemple, vous pouvez avoir un déficit, à supposer que le Sénégal en arrive à un point où son déficit peut être financé par les marchés régionaux et internationaux, une dette soutenable qui ne soit pas considérée comme étant un risque de surendettement, n'est-ce pas, que les investisseurs internationaux aient confiance et viennent même nous prêter en francs CFA, n'est-ce pas, dans notre marché régional, vous êtes complètement libérés, n'est-ce pas, de la coopération bilatérale et multilatérale. Pourquoi? Parce que vous avez votre budget, vos recettes, vous avez vos dépenses, vous avez un déficit. Les projets, ce sont les ministères sectoriels qui vont les déterminer, indépendamment du financement, n'est-ce pas? Et la stratégie d'endettement va financer votre déficit. Vous comprenez? Oui. Bon, par exemple, notre budget à 80-85% est financé par nos ressources propres. Vous voyez? Et la différence, c'est le déficit. Ce déficit-là, si vous arriviez à le financer comme dans les grands pays, dans le marché international ou domestique, avec des investisseurs, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une coopération bilatérale, multilatérale, projet. Vous voyez? Alors la deuxième chose, c'est que nous sommes aussi en train de travailler sur une stratégie de coopération. Une stratégie de coopération où nous allons, sur la base des projets que nous voulons mettre en œuvre, n'est-ce pas, discuter avec les partenaires pour leur dire, voilà ce que nous voulons faire. Comment est-ce que vous pouvez nous accompagner dans ce que nous voulons faire, secteur par secteur. Donc là, ça va aussi dans le sens de la souveraineté. Alors, la stratégie nationale de développement 2025-2029 prévoit de mobiliser 18 000 milliards de francs CFA, dont 62% via l'État. Alors, quelles sont les sources de financement déjà identifiées par le gouvernement pour atteindre cet objectif? Pour atteindre ces objectifs. Alors, c'est vrai que... Donc, je rappelle que nous sommes dans un contexte de contraintes budgétaires. Oui, mais je vous ai expliqué tout à l'heure que la contrainte budgétaire, c'est juste le cadre macroéconomique. Oui. Le cadre macroéconomique qui est projeté à moyen terme, sur 5 ans, avec des recettes qui viendront, des dépenses à faire et un déficit à financer. Donc un cadre tout à fait normal. Alors donc les Sénégalais, quand ils entendent 18 000 milliards, ils se disent « ouais, où est-ce qu'ils vont aller chercher cet argent ?» Là, cet argent existe déjà. Ouais, vous avez déjà dans le budget donc, les dépenses d'investissement qui vont couvrir dans ce cadre macroéconomique presque 12 000 milliards, tout à fait acquis. De ces 12 000 milliards, vous pouvez prendre peut-être 2 000 milliards ou 2 500 milliards qui seront l'apport de l'État dans des projets donc, de partenariat public-privé, à peu près 4 000, 4 500 milliards, vous êtes déjà à 17 000, et des projets qui seront fléchés donc vers des privés en leur offrant des facilités. Ça peut être du foncier, ça peut être des incitatifs et que le secteur privé va faire. Donc ça, ce sont des projets sous impulsion d'État. C'est déjà bouclé. Donc les 18 000 milliards, ce n'est même pas beaucoup d'argent de ce point de vue-là parce qu'il ne s'agit que des projets que l'État
lui-même peut impulser et est en mesure de... Et tenant compte du manque de sincérité qui a été dit par certains acteurs politiques, notamment du nouveau régime, sur le budget précédent qui était évalué par le ministère des Finances et du Budget à un peu plus de 7 000 milliards, alors qu'en réalité, il se dit qu'il n'était que d'à peu près 5 000 milliards. Oui. Mais vous savez, c'est pourquoi il y a beaucoup de politiques politiciennes, d'amalgames que les gens font. Sur ce débat-là, c'est très simple. On présentait nos budgets en recettes et en dépenses. D'accord? On a dit tout à l'heure que les recettes sont les recettes fiscales et non fiscales. D'accord? Et les dépenses, c'est tout ce que ces recettes fiscales et non fiscales sont supposées financer. Alors, la manière dont on présentait nos budgets, on mettait également dans les recettes les emprunts et l'amortissement. Oui. Et ça, c'était pour gonfler? Non, ce n'était pas pour gonfler, c'est juste pour présenter, pour dire que dans nos recettes, il y a nos emprunts, il y a nos recettes fiscales, il y a nos recettes non fiscales, et ça, ce sont toutes les ressources. Oui. Et pour dire les dépenses, au-delà des dépenses normales, ils ajoutaient l'amortissement de la dette. Oui. Donc, vous pouvez avoir 7 000 milliards. Dans les 7 000 milliards, il y a les emprunts. Et vous avez dans les dépenses, en plus des dépenses normales, l'amortissement de la dette. Ce n'est pas analytique. La bonne façon de présenter analytiquement, c'est d'enlever donc les emprunts et d'enlever l'amortissement. Parce qu'il ne s'agit que de finances. Donc vous prenez vos recettes, et c'est peut-être ces 5 000 milliards, vous avez donc des dépenses et vous avez un déficit. C'est comme si vous aviez par exemple des recettes de 1000 et vous avez des dépenses de 900. Vous avez un déficit de 100 que vous financez, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez prendre les 100 et l'ajouter à vos recettes, n'est-ce pas? Et ajouter dans vos dépenses l'amortissement de vos emprunts. Pour le prochain marathon, le premier budget de Bassirou Diomaye Faye, à votre avis, est-ce qu'il va dépasser les 5 000, les 7 000 ou il sera... Non, j'essaie de vous dire que les 5 000 et les 7 000, c'est la même chose. C'est juste que dans les 7 000, quelqu'un a mis quelque chose qui ne devrait pas y être. Les 7 000 n'étaient pas sincères. Non, ce n'est pas que les 7 000 ne soient pas sincères, c'est une question de présentation. Si vous ajoutez à vos recettes vos emprunts et vous ajoutez à vos dépenses l'amortissement de votre dette, vous allez présenter votre budget comme ça. Si vous enlevez les emprunts, parce que les emprunts, ce n'est pas des recettes, les emprunts, c'est supposé financer votre déficit. Vous allez le présenter, vous allez dire, mais mon budget, il est de 5 000. Voilà, il est de 5 000 en termes de dépenses. Et mes recettes, peut-être, ne sont pas suffisantes pour couvrir ces dépenses-là. Et c'est mon endettement qui couvre la différence. Alors donc, ce n'est pas une performance. D'ailleurs, c'est très important aussi que les Sénégalais le sachent. Présenter un budget... Les budgets, ils augmentent chaque année, mécaniquement. Mécaniquement parce que, voilà, il y a la croissance, il y a l'inflation. Donc chaque année, quelqu'un va dire, oh, le budget il est de 5 000 milliards. L'année prochaine, oh, il est de 6 000 milliards. L'année qui suit, il est de 7 000 milliards. Ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est le budget en pourcentage du PIB. Et le budget en pourcentage du PIB, il peut être constant, n'est-ce pas? Mais puisque le PIB lui-même augmente, bien évidemment, en nominal, donc le chiffre lui-même, il va augmenter tout le temps. Et ce n'est pas une performance. Alors, à chaque fois que vous verrez quelqu'un vous dire que le budget a augmenté, cette année il est de 5 000, l'année prochaine il est de 6 000, l'année suivante 7 000, dites-lui que le ministre Sarr vous a dit que le budget, on n'analyse pas en termes nominaux, c'est un pourcentage du PIB. Alors, docteur Abdourahmane Sarr, à ce jeune Sénégalais né en 2000, après 2000 ou un tout petit peu avant les années 2000, qui vous regarde et qui voudrait avoir espoir que tout va s'arranger dans ce pays, vous allez lui dire quoi? Non, vraiment, il faut avoir foi, disons, en un leadership. Et lorsqu'on a élu, disons, un président qui a 44 ans, qui est lui-même jeune, donc un jeune devrait pouvoir se retrouver en lui. Et son slogan, Jubal Jubanti, est tout à fait à propos. C'est avoir confiance que le nouveau leadership va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le secteur privé sénégalais puisse se développer, qu'il soit compétitif, de telle sorte que nous n'ayons plus à exporter des êtres humains, notre jeunesse, et qu'on puisse exporter des produits et services à l'étranger. Et ça, le projet qui leur a été présenté en début de semaine, le Sénégal 2050,
est une vision qui va mettre le secteur privé au devant et les réformes nécessaires seront faites pour qu'on ait une croissance inclusive et génératrice d'emplois. Docteur Abdourahmane Sarr, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'était tout à fait un plaisir pour moi de venir sur votre plateau et d'avoir cet échange tout à fait exceptionnel. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes. Le JDD, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.